Bonjour à tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et comme d'habitude je suis avec Martin. Salut Cédric. Salut Martin et Léandre. Salut. Et du coup avant de commencer on voulait vous rappeler que on a toujours la cagnotte Tipeee qui est en cours, donc déjà on remercie ceux qui ont participé. C'est une cagnotte continuelle, donc vous pouvez continuer de participer quand vous voulez. Tout du long du podcast, elle continuera d'exister et du coup ça nous aide beaucoup, ça nous servira du coup à location de matériel, location de lieux pour faire des épisodes toujours plus qualitatifs, donc n'hésitez pas, nous ça ne peut que nous aider. Notamment sur les épisodes filmés, car c'est ceux-là qui nous demandent le plus de prod et voilà, d'effraiement d'invités notamment, et en effet location de toutes choses qui sont utiles à ça. Et chaque petit don est utile. Exactement. Donc merci à vous, et merci d'avance pour les prochains. Et du coup aujourd'hui un épisode un peu spécial, parce que du coup on va parler d'Hypercut et de votre activité à vous. Donc en gros l'idée, je précise pour les auditeurs, l'idée c'est pas du tout de faire un épisode auto-promo ou quoi que ce soit, ce serait plus en fait de recontextualiser, dans le sens où on a beaucoup parlé d'Hypercut, du collectif des gars, mais on n'a pas vraiment précisé ce que c'était précisément. Et si jamais il y a des gens qui nous ont découvert un peu plus tard sur les épisodes par exemple en vidéo qu'on a sortis sur YouTube et sur les réseaux avec la com, Instagram et tout ça, juste remettre un peu le contexte de ces choses-là, et du coup ce sera aussi l'excuse pour pouvoir parler un peu du fait de bosser dans la vidéo en tant qu'ami, de mettre l'amitié au milieu de... Même de bosser en tant qu'ami. Tout simplement, même de bosser en tant qu'ami. Voilà. Rapidement, donc ça sert à rien qu'on redonne tous les détails parce qu'on en a parlé dans pas mal d'épisodes, mais juste, est-ce que vous pouvez vous présenter, comment vous connaissez, et toute la création d'Hypercut et tout ça, rapidement, ce que vous faites, ce que c'est. De notre amitié avec Martin, on se connaît depuis une bonne grosse quinzaine d'années. Notre cinéphilie et notre attrait pour l'image, la vidéo dans notre jeunesse, tout ça nous a amené à tous les deux faire des études d'audiovisuel. On a commencé nos études ensemble et puis après moi je suis parti dans une autre école, mais on s'est retrouvés en tout cas à la fin de nos études pour bosser ensemble sur des projets vidéo, sans savoir exactement ce qu'on allait faire précisément comme type de contenu ou quoi, mais en tout cas en tant que freelance au début pour faire en fait de la publicité, des interviews, du clip, ce genre de choses. Et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui, 5-6 ans plus tard, ensemble. Donc voilà, et sur ce chemin-là, on a croisé d'autres personnes, comme toi, Cédric, notamment. Car on a fait, encore une fois, on l'a déjà dit, mais comme on est là pour ça, on a fait nos études ensemble. Tout à fait. Et du coup, ça nous arrive de faire encore aujourd'hui des choses ensemble, autres que Palabre. On travaille sur des projets, tout ça, et voilà, si Martin, tu veux rajouter quelque chose. Bah ouais, non, on a rencontré d'autres gens qui ont beaucoup été invités du podcast, mais qui sont des gens qu'on a côtoyés et qui font partie de qui font partie à la base, soit de nos cercles d'amis, soit du cercle Hypercut, parce que c'est vrai qu'à la base, il y a Hypercut, et après, ça a engendré plein de choses, dont ce podcast. Et maintenant que le podcast, il a son identité propre, c'était très sympa de nous proposer de pouvoir expliquer un peu notre taf, ce qu'on fait, et oui, de parler un peu de ce truc-là, déjà de sortir d'école, de lancer une entreprise, quel choix on fait, comment on choisit tout ça. On va pas faire une vidéo explication comment développer ton entreprise et tout, mais c'est intéressant d'en parler dans les milieux artistiques, et c'est un peu ce qu'on essaye de faire en fait quand on invite des chanteurs, des danseurs. C'est des gens qui se professionnalisent dans des métiers artistiques. Et c'est des facettes qu'on n'a pas forcément l'habitude de connaître, ou que souvent on connaît via le prisme de gens très connus qui sont au sommet de leur succès, et qui sont en fait soit en promo, soit qui disent un peu des trucs dont je pense entre guillemets le commun des mortels ne se sent pas du tout concerné. Et nous on trouvait ça intéressant de ramener un peu une part un peu plus simple, dans humaine. Dans Palabre, tu veux dire. Oui, dans Palabre. Oui, j'explique pourquoi on va parler de ça aujourd'hui, quoi. Une part humaine une part humaine et simple de début de carrière, entre guillemets. De galérien. Oui, la galère, mais de commencer quelque chose. Et de parler de ça. Et donc là aujourd'hui tu nous as proposé de parler de ça via notre expérience à nous, à travers Hypercut. Oui, évidemment, je précise que c'est mon idée, c'est pas eux qui ont voulu s'interviewer eux-mêmes.
Et surtout, ça a du sens étant donné qu'on veut développer encore une fois, vous l'avez entendu au début, mais d'où le Tipeee aussi pour nous aider à produire des épisodes filmés. Mais ça a du sens parce que nous, en tant que Hypercut, on se place là-dedans, dans la réal et de la prod de ce genre d'épisode. Et c'est aussi pour ça qu'on a dissocié Hypercut de Palabre en début d'année pour nous concentrer sur l'aspect vidéo et Palabre, que ça ait sa DA propre à elle-même. Mais l'idée aussi de Palabre, c'est qu'on continue avec Hypercut de faire des épisodes filmés, donc engendrer une dimension vidéo en fait dans le podcast. Et donc ça a du sens aussi, je trouve, vis-à-vis de ça, d'en parler dans l'épisode, quoi. Du coup, avec vos compétences professionnelles d'Hypercut, avec votre matos, etc., vos contacts. C'est ça. Et c'était une évidence pour vous, du coup, d'entrée de jeu, de vouloir se mettre en commun, en fait, de faire un collectif? Parce que vous auriez pu chacun partir, prendre des directions, déménager à Paris. Parce que l'amitié, tout simplement, et que t'es revenu de ton stage quelques mois après qu'on ait commencé avec William. Et ça, en fait, t'es revenu sur Nantes et ça s'est fait naturellement. Et on a essayé de développer un truc tous les trois. Et franchement, ouais, je pense que ça s'est juste fait naturellement. Il n'y a pas eu de réunion, réunion. Moi, de mon point de vue, comme je suis arrivé après, vous m'aviez parlé de cette idée, à la sortie des études, de directement fonder un collectif, d'aller travailler dans la vidéo, et pas justement, d'aller intégrer un peu les circuits traditionnels qui sont, on l'a déjà expliqué dans d'autres épisodes, mais d'aller à Paris, de participer à des tournages, et puis de progresser petit à petit dans la hiérarchie, d'essayer de devenir nous-mêmes nos propres producteurs, réalisateurs, enfin d'essayer d'être vidéaste. D'être vidéaste, de tout faire par nous-mêmes. Et vous m'aviez parlé de ça. Moi, c'était pas forcément quelque chose auquel je pensais. Du coup, j'ai profité du temps de mes stages, donc plusieurs mois, pour bien réfléchir à est-ce que c'est ce que je voulais faire, quels sont les avantages, aussi les inconvénients, qu'est-ce que je vais mettre de côté, qu'est-ce que je vais gagner aussi à faire ça. Et puis voilà, j'ai fini mes stages et oui, je suis revenu sur Nantes et je vous ai dit bah vas-y, je suis trop chaud. Et après, il a fallu mettre les mains dans le cambouis. Parce qu'en plus, à la base, du coup, c'était un peu chacun chez soi, on se voit dans des apparts un peu bah voilà, il y a pas de budget, on monte un petit truc freelance. Pour le coup, dès le début, je crois qu'on s'est mis le cadre. On s'est dès le début mis le cadre on bossera tout le temps tous les trois, en se donnant des horaires précis et qu'il fallait qu'on mette des sous pour faire notre site, pour faire acheter la caméra, acheter tous ces trucs là et tout. Un des trucs qu'on a bien fait dès le départ, c'est de se cadrer, c'est de faire que notre entreprise entre guillemets fonctionne comme une autre entreprise parce que c'est le principe du freelance, mais c'est le principe d'être son propre patron, c'est que tu fais ce que tu veux, et sauf que si tu te mets pas de limites, de règles, de cadres, ça peut partir dans tous les sens. Et l'idée c'était ça, je pense que tout le monde fait ça, mais l'idée c'était aussi d'être tous les trois à la même hauteur, d'être tous les trois à la même échelle, et donc on a trouvé nous le moyen qu'on a trouvé pour faire ça, c'était d'essayer de se réunir et de vraiment avoir des horaires quasi de bureau, quoi, pour vraiment faire ça. Mais en effet, c'était chez moi. C'était chez Martin, parce qu'il y avait un bureau, il y avait une salle où on pouvait en fait bosser là tous les jours. Mais oui, en fait, on arrivait, on envahissait l'appartement de Martin et de ton ex pour ça, quoi. J'ai brisé mon couple à cause de ça, mais... Maintenant, du coup, vous bossez en bureau, mais ça a été tout un long processus aussi. Ouais, ça, je pense qu'on peut en parler, de ne pas avoir de cadre, d'environnement de travail, la césure entre le pro et le perso, quand tu travailles chez toi et tout, c'est tout freelance, je pense, c'est de quoi je parle. Mais oui, en effet, depuis octobre, on loue en fait un bureau dans un studio qui est le Garnier Studio, donc à Saint-Herblain, à côté de Nantes. Et en fait, on a notre espace de travail à nous, donc c'est vraiment un endroit qui est dédié à créer, à bosser nos montages, tout ça. C'est surtout là où on met nos ordis et on discute avec Martin. Et puis en plus, on est dans un environnement de travail créatif qui n'est pas dans un espace de coworking où il y a des gens à côté qui font totalement autre chose. Là, on reste un peu dans l'audiovisuel, donc il y a une synergie qui se crée avec aussi les collègues colocs de là où on travaille. Donc ça, c'est trop cool. Mais ouais, on avait besoin de ça parce que ça faisait 5 ans
qu'on était chacun chez nous et on alternait en fait qui vient, vas-y tel jour c'est toi, tel jour c'est moi, et puis l'autre venait, tout ça, mais on a toujours fait tous les deux en même temps, sauf ponctuellement de temps en temps on se faisait des journées chacun de notre côté en télétravail, mais on a toujours décidé, vu qu'on est à même hauteur sur le truc, qu'on devait être tout le temps ensemble pour prendre les décisions, pour savoir si on fait ça, et que du coup c'est plus simple quand on est ensemble pour faire ce genre de choses, quoi. Carrément. Mais oui, on a chopé des bureaux et ça a changé plein de choses, ouais. Enfin, Mais des bureaux, de toute manière, parce que là t'as fait un grand bond dans le futur, mais de toute manière, en fait, toutes ces décisions là, elles se sont faites sur le long terme. En fait, ça prend du temps de se construire une entité, des règles, des principes, une vision commune aussi. Ça, c'est dur. Je pense qu'on va en parler et tout, mais c'est compliqué. On a tous les deux aussi des envies respectives différentes. On a aussi tous des phases. Et comme il y a de l'amitié, c'est plein de mélanges de plein de choses. Des fois, il y a trop d'amitié dans le pro et des fois, il y a trop de pro dans l'amitié. C'est ça, et il faut apprendre à gérer tout ça. Et ce qui est cool de partager ça, en fait, c'est que moi, ce que je dis souvent, c'est que tout prend une saveur différente. J'ai déjà travaillé dans le monde de l'entreprise et tout, j'ai déjà eu des tafs. Et en fait, là, tout prend une autre saveur, c'est-à-dire que dans les points positifs, une victoire, c'est une double victoire. Enfin, il y a un truc de partager avec son pote et de faire putain, yes, c'est cool et tout. Genre d'avoir un succès, avoir un truc qui marche comme on l'avait imaginé, comme on l'avait taffé, on est content du résultat et tout. C'est très bien quand t'es tout seul, mais là t'as un double échange. Parce que ça a du sens, quoi. C'est assez chouette. Tu l'as partagé, t'as travaillé dessus et tout. Et à l'inverse, quand il y a des déceptions, quand c'est plus dur. Quand ça se passe bien, c'est cool parce qu'il y a aussi un soutien, il y a du on s'aide, on s'aide, on est potes, donc on comment dire, souvent quand il y en a un qui est malade ou quoi, l'autre il est en mode ok vas-y t'inquiète, c'est cool aussi. Et après à côté forcément il y a le revers de la médaille de ça où des fois on place trop de choses sur l'autre, mais ça c'est des trucs qui sont, je pense, normaux dans ces cadres-là. Et moi, j'aime bien parler avec d'autres gens. On connaît peu de gens qui sont potes depuis aussi longtemps et tu sais, qui ont fait ça. Et qui continuent de le faire. Moi, j'en connais pas. Des gens qui sont amis et tout, mais pas depuis aussi longtemps. Des potes d'école qui ont fait leur truc de ouf. Il y en a, mais non, potes d'enfance, non, je sais pas. Et du coup, c'est intéressant aussi, je voulais revenir sur l'aspect, sur le mot en fait, collectif. C'est que j'ai le souvenir que quand on était à l'école, l'idée première, c'était c'était le projet sur la comète, c'était genre de monter un truc, on est 10, machin, et tout ça, tu vois. Et au final, dans la réalité, vous avez monté un truc à 3, et au final, maintenant, vous êtes plus que 2, et ça s'appelle toujours un collectif. Non, l'idée du collectif, c'est déjà pour mettre un mot plus sympa, plus humanisé sur le fait de bosser ensemble, mais c'est surtout oui, nous deux, Martin, oui, c'est un duo, si tu veux, bien sûr que le cœur du Percut, c'est nous deux, et c'est nous qui taffons au quotidien, mais il y a quand même l'envie de pouvoir profiter de notre réseau d'amis professionnels, d'en faire profiter les gens avec qui on travaille. C'est-à-dire le collectif, sur notre collectif, oui, va y avoir un graphiste, un web designer, un ingé son, un compositeur comme toi. Et du coup, dès qu'on veut et qu'on peut, on travaille avec les gens qu'on aime et dont on aime le travail aussi, surtout. Et c'est pour ça, en fait, c'est pour pouvoir profiter. Le collectif, au moins, on peut proposer selon les projets, les capacités des autres. Parce que si c'était que des vidéastes, en fait, juste on se marcherait dessus. Et c'est pour ça le projet de oui, on est tous à l'école, on voulait faire un truc à 10. Non, en fait, c'est pas possible parce que tout le monde veut être réel sur les projets cool. Tout le monde veut faire le montage des images qu'il a tournées. Enfin, genre, au bout d'un moment, sur le papier, ça marche pas. Puis il y a la réalité financière aussi. Et réalité financière, tu peux pas diviser un contrat par 10, par 10 non plus. Donc, par contre, tel projet je sais pas, par exemple Maël qu'on a déjà reçu, qui réalise beaucoup de clips de rap notamment, mais de clips de manière générale, a un style de montage bien à lui, tout ça, et ça nous arrive des fois quand on est sur un projet, on a fait une presta sur une pub ou quoi, ça nous arrive de le mettre lui dans la boucle,
parce qu'on est persuadé que ce projet-là, il faut que ce soit monté par Maël, parce qu'il a son style à lui. Et du coup, là, on rentre vraiment dans le terme de collectif, et on essaie de le faire le plus possible. Après, bien sûr que dans la majorité des cas, ça reste nous deux qui touchons absolument à tous les aspects des projets qu'on propose à nos clients. Ça reste nous les interlocuteurs et puis les décisionnaires aussi de qu'est-ce qu'on envoie ou pas. Mais par contre, on parle de collectif aussi quand on est avec des clients, parce que des fois, des clients nous demandent des trucs où on n'est pas capable. Et on leur dit par contre, nous, il n'y a aucun souci, en fait, on a notre réseau. Et c'est surtout, on a un réseau de confiance. Enfin, les gens qui sont sur notre site, sur le collectif, on sait que c'est des gens qui, si on leur confie une mission, ils la feront bien. Et on va dans leur domaine de compétences. Et en fait, c'est hyper rassurant de se dire, ça, c'est typiquement dans ses cordes à lui. Vas-y, plutôt que Léandre ou moi, on va tâtonner des trucs qu'on sait pas faire. Même si on a aussi une vision différente sur ça, que des fois il y a des limites, des fois il faut essayer un peu de chercher et tout, mais des fois moi je suis d'accord avec toi sur le fait que il y a des trucs on n'est pas capable, c'est tout. Personne n'est polyvalent à 100% dans les métiers du cinéma. Enfin, t'as forcément des lacunes dans un ou plusieurs domaines, et donc d'avoir des gens de confiance sur lesquels tu leur expliques le brief, et en plus comme on est amis et qu'on se connaît professionnellement, c'est hyper simple d'expliquer. En fait, ça va hyper vite. On parle le même langage, soit parce qu'on a été aux études ensemble, soit parce qu'on se connaît bien dans la vie, et donc en fait il comprend très bien ce que je veux dire quand je lui parle de moi typiquement je connais très bien Maël depuis l'école. On a un peu les mêmes références, tu vois, de films, oui, les mêmes références culturelles dans plein d'aspects. On va très vite réussir à trouver un truc où on va se comprendre direct sur tel ou tel plan. Comme vous, avec la musique, on avait fait un épisode sur la composition musicale, mais vous avez des rêves communes, vous vous dites aussi, ah oui, mais ok, là on part sur du Philip Glass à mélanger à Giorgio Moroder, j'en sais rien, mais et du coup vous avez des rêves communes qui font que, ok, ça marche direct, c'est des gens efficaces, avec qui on aime bien travailler, parce que de une, c'est facile, et de deux, on les aime bien dans la vie, et on est amis dans la vie. Donc c'est ça l'idée de collectif, quoi. Puis c'est ce que feraient des boîtes de production de manière générale, c'est qu'ils prendraient en fait des freelances en les appelant et en leur demandant des devis, et puis ils enverraient en fait des prestataires. Or nous, ces prestataires-là, on peut les connaître dans plein d'aspects différents, et c'est des relations de confiance, d'où collectif. Alors qu'une boîte de prod, même si je me trompe, et qu'évidemment que toutes les boîtes de prod ont aussi des freelances avec qui ils ont l'habitude de bosser, et du coup il y a forcément une relation de confiance qui se fait. Mais c'est pas à ce point-là, nous, externalisé. On veut le prendre en compte dans notre manière de travailler, de proposer des choses, quoi. D'où le collectif. D'où l'aspect collectif, ok. C'est intéressant, je m'attendais même pas à cette réponse-là. Je sais pas du tout si c'est un sujet qui fâche, donc c'est pas lié au relationnel, mais... J'ai cru que t'allais dire, ça dépend, après moi je vais peut-être me casser. Après moi je m'en branle, tu vois. Après, je bouffais. Moi je vous ai jamais fait. Non, mais... Le sujet qui fâche, Cédric. Non, c'est pas tellement un sujet qui fâche, mais je sais qu'on avait tous forcément, c'est un truc qu'on a déjà évoqué évidemment avec Dario entre autres, on avait tous des volontés de faire du cinéma, tu vois, à la base. Et forcément, 5 ans plus tard, vous en êtes à, du coup vous faites des clips, vous faites des pubs. Genre est-ce que vous pouvez parler un peu des projets que vous faites, de comment ça a évolué du début jusqu'à la fin, et de où est-ce que ça peut aller potentiellement par rapport à vos envies et tout ça. Je vais rendre à Léandre ce qui est à Léandre, parce que c'est venu beaucoup de lui cette conversation. Mais en gros, pour faire court, on a fait pas mal de projets ensemble depuis des années, avec d'ailleurs d'autres gens impliqués. Et c'est vrai que en mûrissant dans tous les sens du terme, il y a aussi une volonté de pouvoir assouvir ses propres désirs de cinéma, enfin d'audiovisuel, sans forcément passer par aussi le qui n'est pas forcément une contrainte, parce que c'est une force. Enfin, l'art créatif, l'audiovisuel, c'est un art collectif, ça se fait à plusieurs, mais de pouvoir aussi aller à fond dans ses idées, dans qu'est-ce que j'ai envie de raconter, comment je vais le raconter, et de pas forcément mélanger avec d'autres envies, d'autres inspirations et d'autres ambitions. Et il y a quelques années maintenant, enfin 1 an et demi, 2 ans, on a eu vraiment cette discussion-là avec Léandre, avec une volonté, comme souvent dans nos discussions, c'est qu'il y ait une prise de position suite à cette discussion. Des fois, les discussions elles reviennent longtemps,
mais finalement au bout d'un moment il y a quand même un moment où on discute tellement que là on se dit bon bah ok, bah on va changer telle habitude, telle façon de travailler, tout ça. Et on a discuté en fait du fait de faire ses projets perso en fait, et de plus forcément tout mettre en commun. Ce qui en fait Léandre lui le faisait déjà un peu plus que moi, et à qui ça faisait du bien, et du coup je me suis mis à faire un peu la même chose, et donc c'est vrai que ça c'est quand même un truc qui nous a fait beaucoup de bien dans notre collectif, de pouvoir nous épanouir à travers nos propres projets, que ce soit toi la musique, mais aussi d'autres projets que tu fais avec d'autres gens, parce qu'il y a les projets perso, mais il y a aussi le fait de ce projet-là, ça me semble plus adapté de le faire avec Félix qu'avec Martin, de le faire avec Maël qu'avec Léandre, enfin voilà, c'est des... Et là, on parle de projets artistiques. Voilà. Oui. On parle pas de projets clients et tout ça. Hein. Oui, ça, on continue de le faire tous les deux. On parle vraiment de s'épanouir dans le but premier de notre choix de vie, c'est de faire de l'art et de faire de se rapprocher de l'œuvre audiovisuelle. De pas transformer ça en frustration. C'est ça, et de pas transformer ça en frustration. Et récemment, il y a eu une nouvelle avancée dans ça où moi j'y trouve beaucoup de satisfaction, parce que c'est vrai que c'est très dur quand on a des grosses journées avec beaucoup de projets clients, de garder du sens en fait dans tout ce qu'on veut faire à la base. Et récemment, du coup, on a mis en place un nouveau système de travail, comme quoi, malgré que ça fasse 5 ans, on essaie de s'améliorer en fait, on continue. Et maintenant, par exemple, on essaie de toujours finir la journée par 1 heure de création personnelle artistique. Okay. Pour en fait, à la fin de la journée, on rentre, on a travaillé nos projets clients toute la journée comme des forcenés, mais par contre on a fini la journée en avançant sur notre petite créa, nos petites avancées, nos petits trucs qui nous font du bien aussi à nous en tant qu'artistes, dans toutes les manières différentes. Et ça, c'est en fait, on aurait dû le faire dès le départ, et de garder ce mantra-là dès le départ. Et c'est normal au départ aussi de vouloir se professionnaliser à fond et d'aller à fond aussi oui, vers un truc. Ouais, non mais complètement. Et puis il y a des gens, ils en ont pas forcément le besoin. Mais nous, tel qu'on est en tant qu'être humain et artiste, ça nous crée une frustration en fait de pas pouvoir nous épanouir, d'avoir ces idées-là en tête et de pas pouvoir travailler dessus, de pas pouvoir avancer et tout. Ça nous bouffe un peu. Et en fait là, c'est bien parce que l'avantage d'être nos propres chefs d'entreprise à nous, c'est qu'en fait on fait ce qu'on veut, et ça du coup on l'a intégré dans notre rythme de travail sans du tout, enfin tu me dis si je me trompe, mais moi je pense pas du tout qu'on perde au change dans l'autre facette, parce que c'est pas en bossant 1 heure de moins sur un projet que le projet il prend des semaines de retard, alors qu'à l'inverse, en termes de gain de positivité, d'être content parce que tu vas aller faire tes montages pour tes clients qui te prennent du temps toute la journée. Mais par contre, tu sais qu'aussi à la fin de la journée, tu vas avancer sur ton petit projet, tu vas aller dans des trucs plus de passion, des trucs qui te font vibrer, qui sont tes cordes sensibles à toi, quoi. Et ça, c'est trop cool de faire ça. Voilà. Pardon, non, mais je voulais juste moi un peu resituer, parce que le fonctionnement tel qu'on l'explique là, on est déjà beaucoup dans le détail, tu vois, même d'aménagement horaire et tout, mais c'est que nous, on se dédie à 100% aux vidéos qu'on produit pour des gens qui nous les demandent. De la pub, etc. Des capteurs. C'est ça, et on est dédié à ça. Et du coup, pour répondre à ta question, en effet, peut-être que je radote, mais je veux juste résumer et conclure sur ce que tu dis, parce que je ne peux que le répéter. Pour répondre à ta question de frustration de pas faire du cinéma après 5 ans de boîte et tout, déjà, même si on n'avait pas choisi ce cursus-là, 5 ans c'est déjà trop tôt pour se dire qu'on est réalisateur et tout ça, et je suis pas sûr qu'à 27 ans il y a beaucoup de mecs qui font des films au cinéma. Clairement. Et on a encore toute notre vie devant nous pour essayer ça. Mais, comme disait Martin, c'est ça, c'est qu'en fait, de par le fait qu'on est nos propres patrons, on a aménagé, on a intégré certaines choses qui nous permettent d'assouvir nos idées de création. Mais on est Hypercut, on est une boîte qui faisons des vidéos pour des clients, pour tout type de structure en fait. Et même pas que des vidéos, ça peut être c'est de la vidéo, mais ça peut être du clip, de l'interview, tout ça.
Et voilà, et donc c'est important d'intégrer ça au sein de notre collectif, dans nos horaires de travail qu'on se donne depuis 5 ans. Parce que, en effet, quand il n'y avait pas ça, c'était le soir. Par exemple, le soir, on rentrait chez nous, là, on bossait. Ou alors, on se disait, la semaine prochaine, on va prendre une demi-journée pour aller voir un tel avec qui on est le projet. En fait, on essayait toujours de mettre ça à côté pour vraiment se concentrer sur tout ça. Mais en fait, après la discussion dont Martin parlait, on s'est rendu compte que non, en fait, ça fait partie intégrante de notre travail aussi. Et ça nous permettra, ce temps-là aussi, d'imaginer des futurs projets de production Hypercut original, où on partira tous les deux pour faire, je sais pas, un documentaire ou un court-métrage. Et c'est carrément compatible et ça a du sens parce que c'est aussi une vitrine pour montrer ce qu'on est capable de faire quand on n'a pas la charte et les limites qu'un client nous donne, en fait. Parce qu'il faut qu'on s'adapte, en fait, à ce que la personne veut et on fait tout pour que ça ressemble à ce que la personne veut. Mais là, quand c'est nous, on montre, quand on peut intégrer ça au sein du Hypercut, ça montre vraiment qui on est et ce qu'on a envie de faire et ce dont on est capable, quoi. Puis, comme tu dis, c'est de l'amélioration continue pour notre boîte, quoi. Enfin, oui. On va apprendre des choses sur ces projets-là perso, mais alors que ça ne peut ne rien avoir. Hein. Le bonus qu'on va apprendre, comme tu dis, dans l'audiovisuel, en faisant tel projet qui n'a absolument rien à voir avec une vidéo de présentation d'une entreprise. Mais en fait, ça sera un truc qu'on remettra dans cette vidéo d'entreprise plus tard. À un moment, on va se dire, mais tu te souviens quand on avait fait ça. C'est souvent que ça arrive, hein, d'ailleurs, qu'on pense à un plan qu'on écrit pour une pub ou un truc comme ça, et qu'on se dit, mais ce plan-là, même si c'était pas du tout le même personnage qu'on avait en face de la caméra, juste ça s'adapte. C'est ça, la manière dont on le fait, savoir si on veut des beaux plans stabilisés ou alors un truc un peu plus nerveux à la crosse, à la poignée et tout, rien que ça. C'est parce qu'on a fait des courts-métrages et c'est des petites vidéos et des trucs créatifs qu'on s'est rendu compte de nos intentions, en fait, de réalisation, de savoir, ça, on sait que c'est plus adapté et qu'on peut tenter ça dans ce projet-là. Alors que, oui, entre un court-métrage d'horreur et une pub pour je sais pas, moi, pour une boîte d'assurance, ça n'a rien à voir. Et pourtant, on y trouve à chaque fois des liens et des choses, mais plus sur la partie technique aussi, tu vois, genre la manière dont on va le faire, etc. On est fort de nos expériences aussi à nous. Et pour bien répondre aussi à ta question sur le cinéma, tout ça, là c'est plus le futur du Hypercut et de ce à quoi ça vise à devenir. Moi je pense que comme on n'a pas choisi le chemin de l'intermittence et des gros plateaux ciné, de la régie et de même assistant caméra et tout ça sur Paris, et qu'on a décidé de rester dans l'Ouest et de rester à l'Ouest et de faire nos trucs nous-mêmes, c'est aussi pour un jour avoir la structure qui nous permettra de produire nous-mêmes nos propres trucs. Ce qu'on fait déjà à petite hauteur, oui, sur des projets qui sont pas ambitieux parce que ça demande forcément des moyens, tout ça, mais l'idée aussi plus tard, et ça c'est de l'interne, on verra si on coupe ou pas, mais je sais que plus tard, une fois que t'as les épaules et la structure qui te permet d'avancer et d'aller plus dans l'artistique, ça peut être une direction comme une autre, en fait. Et de vous concentrer beaucoup plus là-dessus que sur le reste. C'est ça. Et ça n'empêche pas que ça pourrait quand même être une boîte qui fait de la pub ou quoi, mais ça peut aussi être une boîte qui accueille, où on a de l'espace pour créer des choses aussi. Ça dépend des locaux, ça dépend de plein de choses, et surtout de l'avenir du Hypercut, quoi. Mais l'idée, je pense que si dès le début on a choisi de pas aller nous-mêmes chez les autres et de faire nous-mêmes notre truc, c'est que oui, dans 15 ans, on puisse faire vraiment nous-mêmes ce qu'on rêve de faire, grâce à ce qu'on a créé depuis 15 ans. Carrément. Voilà. Du coup, c'est intéressant parce que, oui, pour moi, à la base aussi, j'avais un peu le sentiment que le truc qui intéressait le plus, c'était de faire des courts-métrages de fiction qui seraient, imaginons, de plus en plus longs. Et au final, c'est le taf beaucoup plus corpo qui prend l'espace. Et je me demandais maintenant, vous en êtes où vis-à-vis de cette idée de faire de la fiction? Donc je sais que tu as répondu sur le cinéma, mais même, ça fait un petit moment que vous n'avez pas fait un vrai court-métrage de fiction, tu vois. Est-ce que c'est un projet qui peut arriver bientôt? Est-ce que c'est plus du tout l'envie? Est-ce que... Ce pourquoi on a fait plus de corpo, c'est principalement du fait qu'on voulait aussi bouffer. Clairement. Que c'est ça qui rapporte de l'argent, et que la solution, comme beaucoup, c'est, comme on en a parlé dans l'épisode de Dario, c'est soit tu prends un taf à côté et tu fais tes choses créatives à côté, soit tu rentres dans un monde de l'audiovisuel qui est corporate, qui est prestation de service, tout ça, et c'est ce qu'on a fait, et ça nous permet d'avoir quand même une caméra à la main dans notre taf, et c'est ce qui nous passionne le plus. Mais bien sûr, mec, de la fiction. Là, on est dans une autre voie. C'est ça, et c'est ça qu'on expliquait juste avant, c'est qu'on adapte, on essaie de faire rentrer un peu plus nos pulsions créatives
perso et collective au sein de notre boîte, temps quoi, pro, quoi. dans notre temps pro, pour justement aller vers des projets comme la fiction. Personnellement, je dirais que là, tout de suite, dans l'immédiat, j'ai trop envie de faire une fiction, mais j'ai plus envie d'essayer des choses visuelles et créatives Et c'est ça. dans des petits formats, dans des petits trucs. Et ça d'ailleurs, ça fait très longtemps que je dis qu'on a ce truc-là avec Martin, que moi j'ai cette position-là sur les trucs créatifs. Mais pour justement essayer des choses, pour quand j'aurai un peu plus de moyens pour faire un truc plus ambitieux, et je saurai ce qui marche et ce qui marche pas dans ma vision à moi artistique, parce que j'aurais déjà essayé dans des petites capsules, dans des essais entre guillemets, quoi. C'est pour ça que le documentaire, par exemple, est intéressant déjà parce que c'est trop intéressant de s'intéresser à autre chose dans le principe du documentaire, mais c'est aussi parce que c'est moins coûteux. Je veux dire, c'est quasiment que de la prod en termes de financier, c'est quasiment que de la prod, de l'orga, de frais, de se loger et de tout ça. Et puis après, c'est que de la rencontre et avoir des idées de mise en scène, pourquoi pas, tout ça en amont pour bien cadrer le truc artistiquement. Mais le documentaire, au moins, c'est plus accessible. Et à mon auteur actuel de ce que je suis, ce que j'ai, les moyens, etc. Et ouais, pour l'instant, des petites capsules créatives pour essayer des choses. Et le documentaire pour essayer de faire un truc un peu plus abouti, etc. Mais fiction carrément, mais pas envie d'adapter une fiction à un manque de moyens et tout ça, ou alors attendre d'avoir plus la structure pour le faire, ou avoir une structure qui nous suit pour ça, quoi. Et puis les petites capsules, du coup, ça s'intègre aussi beaucoup plus dans votre heure avant de... complètement, c'est plus facile de bosser, oui, justement sur ça. Après, rien ne nous empêche de bosser le week-end pour approfondir le truc, etc. Mais un au moins, court-métrage, ça demanderait beaucoup plus de... c'est ça, et une capsule, t'as un concept, tu vas faire en sorte de le filmer prochainement, et puis... Oui, tu prends une après-midi, et puis... Ouais, c'est ça, et puis au moins, c'est fait, et t'es content. Et il y a aussi, on en parlait dans la musique, quand on faisait l'épisode, quand on parlait de notre musique et tout, c'est qu'il y a le truc de... Quand t'as envie de faire des choses, de sortir des choses, de montrer des choses à ceux que t'aimes, ou alors à ceux qui aiment bien ce que tu fais ou quoi. Oui, de les publier, de les partager. C'est de les publier, en fait, juste de les sortir et d'avoir fini un truc, abouti un truc, comme la musique, parce que sinon, en une journée, on a fait une musique, tu vois, et genre c'est terminé. Et la fiction, c'est tellement chronophage, c'est tellement chronophage, c'est de l'écriture, c'est du découpage, c'est de la prod de ouf, c'est que des contraintes, et même, c'est beaucoup de contraintes pour, je trouve, un résultat qui n'est pas encore à hauteur de ce qu'on imagine, étant donné de notre condition actuelle. Moi, là, j'ai intégré cette idée de format court pour tester des choses, que ce soit, oui, je suis d'accord, docu, petits projets artistiques, tester des choses sur des sujets qui nous passionnent, autant dans un souci de s'épanouir créativement, et puis de s'épanouir juste tout court, de faire un truc, putain, ça j'avais trop envie d'en parler depuis longtemps, j'avais envie de le faire dessus, ça m'intéresse, ça me prend un peu de temps, et voilà, et oui, je sors le truc et ça fait du bien. Et moi j'essaye un peu de travailler sur moi pour réussir quand même. Moi, dans le monde parfait, dans le monde idéal, genre je réussis à faire ça, travailler sur ces petits projets, concrétiser des trucs sans que ça prenne des mois et des mois, et avoir un rythme assez effréné sur ça pour sortir plein de choses, progresser dans plein d'aspects. Et j'aimerais bien en fait réussir à associer ça avec travailler sur des projets de plus grosse ampleur à côté. Mais c'est dur, c'est dur de mettre de la disponibilité mentale, juste du temps, quoi. Pour faire plusieurs projets en même temps, mais j'essaye de commencer à intégrer j'essaye de faire des nouveaux processus de travail aussi, j'essaie de travailler différemment, et j'essaye, moi j'aimerais vraiment aboutir à ça, tu vois, cette année par exemple 2025, c'est un peu un de mes buts, quoi, de réussir à avoir un cadre de travail, et ça c'est trop bien parce que cette petite heure perso pour avancer sur ces petits projets perso, elle est intégrée dans la journée, enfin vraiment moi ça fait partie de mon travail maintenant, je l'ai intégré comme ça, et du coup ultra efficace et créatif sur ce temps-là. Et là cette année j'ai envie de limite d'intégrer une autre heure de travail en plus, sur d'autres trucs à côté en rentrant, quoi. Ouais. Mais c'est dur. c'est dur, mais j'essaye de plus en plus, j'ai progressé sur certains trucs. Et voilà, c'est un peu, moi, c'est ce que je vise, un peu dans le truc plus perso.
Voilà. Et puis moi, il y a un truc en plus que je vois, alors ça c'est juste ma propre interprétation par rapport à vous deux, mais c'est aussi intéressant dans le sens où toi tu vas être quand même plus intéressé, Martin, je pense, par un aspect plus scénaristique aussi, c'est-à-dire que tu vas écrire beaucoup de choses et qu'elles soient bien écrites, quitte à ce que ça se fasse jamais ou que ça reste dans un placard ou quoi. Là où Léandre, t'es beaucoup plus quand même concentré sur la forme, et toi t'as juste envie de faire des trucs pour tester aussi de la technique, j'ai le sentiment, sans vouloir enlever quoi que ce soit à l'un ou à l'autre. Je suis pas en train de dire que l'inverse, mais... Mais oui. Voilà, on est pas Non, obligé mais de dire ça. tu nous connais bien. Ouais, oui. Mais oui, après, oui. En fait, c'est que moi, j'ai pas la patience que Martin a dans mes petites notes. J'ai 2 phrases que j'ai écrites, juste ça pourrait être une bête d'idée de film. Et ouais. Mais oui, j'ai pas la patience d'aller écrire ce scénario-là sans me dire que je vais le faire. Et mais à vous deux. Mais par contre, je garde l'idée, tu vois. Par contre, je garde l'idée et je sais que le jour où ce sera possible, je vais le développer et je m'entourerai des bonnes personnes si besoin pour le faire. Mais ouais, écrire, c'est parce que je pense que t'as un aspect très littéraire et qui du coup, c'est juste Martin trouve énormément de kiff à écrire en fait, tout simplement. Clairement. Et moi, j'ai pas cette patience-là, pour l'instant. Sauf pour des plus petites choses, par exemple. Mais écrire des pages et des pages d'un truc que je sais même pas quand ça va exister. C'est du masochisme un peu. Ouais, y a je trouve ça un peu maso. Mais bon, chacun son. Mais garder l'idée, ça de ouf. Mais l'écrire, c'est presque limite si tu fais des découpages si tu fais des storyboards de tes films. Oui. Qui n'existeront peut-être jamais pour certains. Après, moi, je trouve que et je suis pas le seul à le dire d'ailleurs, c'est que il y a tout un tas de cinéastes. Je me considère pas comme cinéaste, mais il y a tout un tas de cinéastes qui ont commencé des projets exactement de la même manière que moi je les commence, qui ont écrit des trucs, dans leur tête ils se sont dit mais ça sortira jamais, et soit ils l'ont sorti 30 ans plus tard, soit ils ont récupéré en fait ce qu'ils ont écrit pour un projet, ils l'ont intégré à un autre projet où en fait ça a autant voire plus de sens de le mettre dans ce projet là. Moi c'est un peu ça que je me dis, mais c'est très dur de pas se dire putain ça sert à rien, c'est très dur de sortir cette idée de la tête. Mais je sais qu'au fond de moi en vrai il y a rien que ce que j'écris qui ne sert à rien, parce que moi déjà ça me fait travailler mon écriture, et puis après je me dis ce truc là ça se trouve tu le gardes dans le tiroir et il faut bien avoir un scénario pour le proposer à un producteur. C'est ça, et où je pourrais m'en resservir pour un autre truc qui aura plus de sens, parce qu'il y a le problème aussi dans l'écriture, mais comme dans les projets, mais le problème dans l'écriture c'est que juste entre mes 20 ans et mes 28 ans j'ai beaucoup changé, et ça se périme dans la tête. Par contre il y a des idées, des univers, des façons d'écrire, des univers, mais même sans aller dans la fiction pure, mais juste une façon de raconter un truc. Il y a des trucs en fait tu peux les récupérer quoi. Et il y a aussi un peu le truc de la névrose de, je sais pas si ça vous fait ça, mais quand tu commences un nouveau projet, moi je vais souvent aller un peu réfléchir dans ce projet là, quand je l'écrivais c'était quoi l'idée de ouf que je voulais mettre en place, est-ce qu'il y a moyen que je la foute là-dedans, même de manière ultra tordue, déformée et tout, mais je vais toujours me poser cette question-là, parce que j'aime pas ce truc de mettre une idée et qu'elle ressorte jamais. Et je pense que je me rassure en me disant que ça me servira. Ça finira par payer. C'est ça, le jour où... Et puis de toute façon, même si ça ne sert pas à des projets, c'est de l'amélioration personnelle. Enfin, puis tu kiffes le faire, tout simplement. C'est ça, c'est vous quand vous faites un morceau de musique, même si vous n'êtes pas forcément ultra satisfait du résultat, que vous le sortez pas, dans tous les cas, vous n'avez pas perdu votre temps, parce que vous avez déjà fait un truc. Faut le sortir. Vous avez déjà fait un truc qui vous fait kiffer, donc vous avez passé un temps créatif satisfaisant. Et en plus, vous avez progressé dans un truc, c'est sûr. Vous avez déjà découvert, mais ça en fait j'aime pas. Juste ça, du coup, pour la prochaine fois, t'iras pas dans ce mouvement-là. Donc, de toute manière, travailler sur ces trucs créatifs, même si ça ne sort pas, c'est bien. Mais j'ai rejoint Léandre sur cette idée-là il faut aussi sortir des trucs, parce que sinon ça reste qu'un truc qui bouillonne dans la tête, et c'est pas bien. Aussi, et c'est aussi par nostalgie. Pardon, je voulais te couper, tu voulais. Mais moi, par contre, j'ai pour me différencier, j'ai quand même vraiment ce truc que je pense que c'est ultra important de quand même travailler sur des plus gros projets, ou alors avoir des projets de fond. Bien sûr. Que, comme tu dis,
oui, le jour où il y a une opportunité qui arrive, tu dis moi j'ai ça, ou ne serait-ce que pour soi, pour travailler. Typiquement, tu seras dans un monde où on devient cinéaste, tu seras le réalisateur qui se fait réalisateur-auteur de son premier film, et puis moi je serai le réalisateur qui va être plugué en tant que réalisateur sur un projet que je n'ai pas écrit sur et les que je vais... 7. Ouais, voilà, tu vois. Non, mais tu vois ce que je veux dire, genre. Oui, on t'aura pris parce qu'on a vu un projet à toi qui concorde avec le projet. Et du coup, c'est là-dessus que vous êtes parfaitement complémentaires aussi, je trouve, quoi. C'est que vous complétez bien sur ce truc-là. Ça m'amène à la dernière question que je voulais vous poser, même si en soi, Léandre, tu as déjà un petit peu répondu, donc voilà. Je la pose quand même. À long terme, comment vous envisagez Uppercut ? Peut-être que l'idée d'avoir dans la continuité pour de la publicité, ce genre de choses, une plus grande structure qui grandit en fait en termes de projets, d'ambition, tout ça, et ce serait l'idéal pour nous permettre donc de mettre l'accent et d'ouvrir vraiment une vraie branche à temps plein en fait de création en fait, vraiment de création, pour mettre la création avec nos propres idées, nos propres envies à travers notre collectif, quoi. Ça, ce serait le top. Et sinon, mais ça, c'est vraiment encore une autre direction, mais ça, c'est plus un truc que je kifferais trop, mais je suis pas sûr que ce soit dans ma boîte que j'aimerais que ce soit ça. Mais moi, je suis fasciné par le studio Splash à Paris. Et il y en a un autre en Belgique aussi, mais c'est les grands studios de cinéma aquatiques. Oui. Où justement, t'as des énormes bassins de 20 mètres de profondeur, où ils construisent des décors sous-marins, où ils font de la fausse pluie, où ils font ils simulent des tempêtes dans des bassins, tout ça, pour vraiment permettre au cinéma d'aller dans des structures qui sont adaptées à ça techniquement, en termes de sécurité, de cadreurs, de réal et tout ça. Et je trouve ça incroyablement stylé. Et ça m'a toujours fasciné, ce truc-là. Et, je sais pas... en fait, avoir un grand espace pour créer, que ce soit un truc aquatique ou des grands studios et tout, moi, ça me ferait kiffer. Mais en même temps, c'est pas quelque chose qui a vocation. Il y a une facette à côté que je sais que tu n'aimes pas, c'est, c'est ça. La gestion du lieu, quoi. Ouais, mais ça, à la limite, si quand t'as la structure, c'est pas forcément à toi de faire le relevé de compteur, quoi. Juste... Non, mais avoir en tout cas un grand espace pour créer, c'est ce qui nous manque aujourd'hui. On est tout le temps en recherche de lieux, trucs comme ça et tout. Mais en même temps, des plateaux... c'est quoi ? C'est des studios, donc c'est pas limité aussi. Tu te retrouves très limité. C'est pas du décor extérieur, c'est pas d'autres choses et tout. Mais faire grandir le truc par ces projets dans la direction artistique. Carrément. Et sinon, tout simplement, plus dans le présent, ce vers quoi, dans un futur plus proche que ce que je viens de dire, on a fait nos formations pour être plongeur autonome il y a 2 ans, et dans l'idée vraiment de pouvoir mêler un peu vidéaste et plongée, donc caméra sous-marine, avoir des visuels et des choses graphiques, mais liées au sous-marin. Et on a commencé, du coup, depuis ces 2 années-là, à taffer pour la Fédé de sport sous-marin, pour des centres de plongée, par exemple. Et on aimerait vraiment développer ce truc-là, donc en améliorant le matériel, en faisant un peu plus de choses aussi à côté qui seraient vitrines pour justement les structures qui concernent le sous-marin, donc plein de choses, mine de rien. Ce serait une vraie distinction pour nous, Uppercut, en tout cas dans l'Ouest, de se montrer en tant que vidéaste sous-marin, étant donné que vidéaste, il y en a des milliers et des milliers, mais là ce serait une belle manière à nous de mêler déjà une passion à une autre, et en plus de ça, de se distinguer en tant que vidéaste. Totalement. Et voilà, ce serait trop cool. Et on bosse sur ça en ce moment pour, dans un futur proche, pouvoir aborder plus facilement ce genre de projet. Trop bien. Les structures aquatiques. Un petit mot sur l'avenir ou moi, je j'ai pas forcément ce besoin de lieu. Par contre, je suis d'accord dans la structure. C'est d'avoir une structure plus grosse. Ou pourquoi pas continuer d'avoir des projets plus axés sur l'entreprise, le corpo et tout, parce que je trouve ça important de faire des belles vidéos pour son entreprise, tu vois, et il y a des pubs qui nous prouvent chaque jour que il y a des super belles œuvres audiovisuelles qui peuvent très bien vendre un produit. Enfin, totalement. C'est pas forcément mauvais la pub vidéo, quoi, tu vois, il y a des très belles œuvres. Et moi, ça, je trouve ça trop cool quand il y a des envies avec des moyens où il y a vraiment des intentions de réalisation dans
dans des projets à but commerciaux. Mais le cinéma est un projet à but commercial aussi, donc faut pas être hypocrite non plus, tu vois. Et non, ouais, après avoir une structure qui permettrait de s'orienter vers des projets, bah oui, forcément plus de cœur, mais oui, si nous on a une structure où on a des gens avec nous qui s'occupent peut-être un peu plus de cette partie-là, avec toujours nous qui surveillons un peu le truc, et nous, oui, après on est mobilisés. La question, c'est ce que je trouverais trop cool en fait, c'est que dans un lieu unique, et ça, moi j'ai pas forcément besoin que ce soit un grand studio, un truc, parce que en fait je pense qu'après au bout d'un moment tu te retrouves aussi limité à faire que des trucs en intérieur, sur fond ou quoi, mais par contre d'avoir cette structure imposante en fait où Léon Raymond va être appelé pour faire de la vidéo sous-marine et de la réal de pub, de l'écriture aussi, enfin tu sais, vraiment mettre un peu plus les facettes qu'on aime le plus dans nos métiers, et il y en a pléthore, si j'utilise un mot soutenu, mais voilà, de pouvoir choisir d'aller vers les facettes que l'on préfère, et tout en continuant de gérer une entreprise. C'est assez grisant aussi, enfin j'aime bien ce côté-là, moi, de Hypercut aussi, donc voilà. Bah merci les gars, en tout cas c'était très intéressant. Bah, de rien. Non, je trouvais ça vraiment cool comme discussion. Je suis content que vous soyez prêtés au jeu. Pas facile, hein. Ouais, j'imagine. C'est toujours un peu gênant de se faire interviewer, mais merci bien. Merci. Et puis, de toute façon, on aura l'occasion de développer certains de ces sujets-là plus tard avec d'autres gens, dans de futurs épisodes. Et en attendant, on va pouvoir faire le petit jeu. Alors, pour ce petit jeu, vous êtes prêts ? On est prêts, Cédric. Pour ce petit jeu, du coup, c'est un peu expérimental, parce que là, du coup, j'ai tenté un truc et je sais pas si ça va être hyper facile ou hyper dur. Mais voilà, on va tester ça. Ça s'appelle le pitch inversé. Donc, je vais vous pitcher des films qui existent, qui sont globalement très connus et que vous avez tous les deux vus. Et je vais vous donner un pitch, et le pitch, ce sera globalement tout l'inverse de ce que c'est le film. Donc on va voir. Je vous garantis rien. J'avais fait une variante un peu de ça. Oui, ça me parle. Mais je pense pas que ça va être exactement le même. Pas inversé comme ça. Mais mais je trouve qu'ils se ressemblent un peu tous, donc j'ai un peu peur que ce soit très dur ou alors très facile. Vas-y. Voilà. Premier pitch. Un homme avec une créativité débordante décide de partir en vacances avec sa famille pour un été des plus tranquilles. Du coup, c'est un mec c'est une femme. Mosquito Coast. Mais c'est ça, c'est à quel point c'est l'inverse, c'est ça que je sais. Non. Un homme avec une créativité débordante décide de partir en vacances avec sa famille pour un été des plus tranquilles. Du coup, c'est une femme qui... C'est un homme. Ok. Mais ouais, c'est peut-être giga flou. Du coup, ouais, de ouf. Parce que je sais pas s'il faut que j'y pense à un film où du coup il part pas en vacances et c'est l'hiver. C'est plus dans ce temps. Maman, j'ai raté l'avion ? Non. Non, mais tu peux le redire. Faut bien. Un homme, réfléchis bien à chaque mot. Un homme avec une créativité débordante décide de partir en vacances avec sa famille pour un été des plus tranquilles. Les autres sont peut-être moins. Wow, c'est dur, mec. Ouais, j'imagine, ouais. En fait, il faudrait l'avoir écrite devant ça. Bah ouais, mais si du coup c'est pas tous les mots qui sont inversés, je sais pas lequel inversé. C'est l'idée, enfin. Homme et famille, c'est vrai. Oui. Ok, oui, donc il reste chez lui, il a aucune créativité. Il reste chez lui. Il part en hiver. Il part en hiver. Bah non, il reste chez lui parce qu'il part pas, parce que du coup il part pas, c'est en hiver. Et il se passe plein de trucs dingues. C'est le drôle de Noël de Monsieur Scrooge, hein, quelque chose comme ça. Ah, Scrooge, ouais. Non, il part. La vie rêvée de Walter Mitty. Non, justement. Enfin, oui, cru. C'est vrai que ça je l'ai vu dans ton regard que tu y as cru. Quand il manque la famille. En mode, tu sais, il s'ennuie, enfin, il a pas de créativité, c'est tout le sujet, tout ça. Mais il manque la famille, du coup, non, celui-là. Bon, je peux vous le donner et passer au suivant. Non, aide-nous, donne-nous un petit indice. Alors, donc c'est bien un homme, il part, et avec sa famille. Par contre, créativité débordante, on est plutôt sur l'inverse. Ah, donc il part, il reste pas chez lui. Il part. Ah, ok. Créativité débordante, c'est plutôt l'inverse. Vacances, c'est plutôt l'inverse. Et l'été des plus tranquilles, c'est carrément l'inverse. Il parle pour le boulot à la neige, quoi. Ah, putain. Winter Break ? Non. J'y ai pensé au début, je me suis dit, il va pas... Non, mais un peu dans le même délire, quoi. Non ? Bah, je l'ai pas vu, après. Attends. Ultra connu, hein, c'est des films cultes. Oui. Plus que Winter Break. Tu vois. Il part pour le boulot à la neige. Est-ce que c'est un voyage d'affaires ?
Pas... Bah, il y va pour bosser, entre guillemets, mais... Bienvenue chez les ch'tis. Putain, j'ai pensé aussi. Pensez à la créativité... Oula, attention, selon le métier, ça va... ça va piquer. En tout cas, vous êtes à ça, hein, franchement. Un autre petit indice, et ça se fera à la rapidité. Il est juste avec sa femme et son fils? C'est ça, sa famille? C'est un Jim Carrey ou pas? Non. Je peux vous dire ce que vous avez de bon, si vous voulez. Sachant que c'est vraiment giga connu. Hein, genre, en théorie, tu penses Neige, et c'est le premier film que tu penses, quoi. Genre, même sans la phrase, quoi. Moi, quand je pense neige, je pense Noël, du coup, direct. Pour ils font du ski. Non. Pensez à un homme qui n'a pas une créativité débordante, qui décide de partir pas en vacances avec sa famille pour pas un été, pas tranquille. Tu dis c'est évident, genre c'est un des films associés à la neige. Oui. Ouais, j'ai pas. Donne un indice obvious. C'est par un des plus grands réalisateurs de l'histoire du cinéma, peut-être même le plus grand réalisateur. Spielberg. Non, l'autre. Scorsese. Non. Cameron. Un qui est mort. David Lynch. Non. Qui est mort il y a longtemps. Coppola. Non, il est pas mort, je suis con. Qui a fait les meilleurs films de l'histoire du cinéma. Kubrick. Ouais. Lolita. Non. Attends. Plus connu que ça. Largement. Eyes Wide Shut. Non. Je l'ai pas vu. Shining. Bah oui. Putain. Shining. Un homme avec une créativité débordante décide de partir en vacances avec sa famille pour un été des plus tranquilles. C'était Shining. Ok. Je sais pas si c'est méga dur ou méga facile. Non mais là mec, Ouais. Kubrick, là c'est compliqué. Ah non. Le cerveau il fonctionne plus là. Attends. Ok. Je vais en mettre un plus facile, je pense, en deuxième. Là. Vous êtes prêts? Bon, je compte pas 2 points. Enfin, si, je sais plus qui a dit Shining. Et moi. Bon, de toute façon, on peut s'en foutre, mais je retiens. Ok, deuxième film. Retiens. Un étudiant très populaire fait un bon usage de ses relations sociales et réussit à rester amical avec tout le monde tout en restant loin de tout problème juridique. Super grave. Ferris Bueller. Non. Napoléon Dynamite. Non. On est dans le teen movie qui... Non, mais je comprends pourquoi toutes vos propositions fonctionnent à peu près, mais on n'est pas dans de la comédie. Redis la phrase. Un étudiant très populaire fait un bon usage de ses relations sociales et réussit à rester amical avec tout le monde tout en restant loin de tout problème juridique. Rappelez-vous, c'est l'inverse. Hein. Elephant. Non, Ça aurait pu. mais c'est carrément plus connu. Je vous dis, c'est vraiment des films connus comme Ouais, c'est des trucs. Pensez pas à des trucs trop... Ouais. Est-ce que c'est une étudiante, du coup? Non, c'est un mec quand même. Ok. C'est vrai que j'aurais pu inverser tous les genres, je n'y ai pas pensé, mais c'est un peu... Un étudiant très populaire fait un bon usage de ses relations sociales et réussit à rester amical avec tout le monde tout en restant loin de tout problème juridique. Ok, donc un étudiant pas populaire du tout, qui s'emmerde avec tout le monde, qui se prend la tête avec tout le monde, qui a des problèmes avec la justice. On en est pas loin, ouais. Bah, mais j'ai l'impression que c'est tous les teen movies américains, quoi. Mais c'est pas un teen movie. Étudiant, c'est plus en bas de la fac et c'est pas une comédie. Ah. Social Network. Oui. Ah putain, bien vu. Bien joué. Bravo. Alors, Ouais, bon, celui-là est un peu plus simple. Brillant. brillant. Troisième pitch. Un homme sociable voyage tranquillement dans un monde totalement civilisé où les ressources sont abondantes et où il n'y a aucune violence, juste une communauté stable et respectueuse. C'est quoi le tout début? Un homme sociable voyage tranquillement dans un monde totalement civilisé où les ressources sont abondantes et où il n'y a aucune violence, juste une communauté stable et respectueuse. Mad Max. Bah ouais, mec. C'est Mad Max Fury Road spécifiquement, mais ça peut coller à d'autres Mad Max. Bien joué, ça fait 2 points pour Léandre. Next pitch. Un homme trouve l'amour dans une relation solide et durable dans le monde réel avec une personne qui le comprend parfaitement. Her. Ouais. Tu vois, ça peut être très simple. Hein. Bien joué. Vous êtes à égalité. Un homme d'affaires normal et respecté décide de se retirer de tout trafic illégal et vit tranquillement en famille. Les Affranchis. Non. Lord of War. Non. Vas-y, redis le début. Un homme d'affaires normal et respecté décide de se retirer de tout trafic illégal et vit tranquillement en famille. C'est vrai que normal, c'est un peu bizarre. War Dogs. Pareil, très connu. Oui. C'est que du cultissime. Le Loup de Wall Street. Non. Redis. Un homme d'affaires normal et respecté décide de se retirer de tout trafic illégal et vit tranquillement en famille. Il est quand même respecté, quoi. Ouais, enfin c'est une question de point de vue, ça dépend par qui. The Apprentice. Casino. Non. Encore une fois, c'est carrément plus culte que tout ce que vous venez de citer. Le Parrain. Oui. Bien joué. Attends. Le Parrain.
Un homme d'affaires. Normal, c'est-à-dire pas un Ouais. gangster, tu vois. Jamais vu, pardon. Et respecté dans le sens... évidemment, il est respecté. Oui, Ouais. par crainte. Je m'en suis rendu compte en le lisant, mais techniquement, il n'est pas respecté par la loi et par tous les gens normaux. Tu vois. Ah ouais, mais le parrain. Ouais, mais respecté, bon, c'est une question de... Non, mais. Ok. Décide de se retirer de tout trafic illégal et vit tranquillement en famille. Oui. En vrai, c'est l'histoire du parrain. C'est pas inversé. L'histoire du parrain, c'est ça. C'est Vito Corleone qui veut arrêter. Et c'est son Il fils veut arrêter. et c'est son Ouais, fils qui oui. prend le. Oui, mais Ça aurait été l'histoire du parrain mais oui, 3, d'accord. tu vois. Genre, Oui, c'est l'histoire du père. Non, mais. Oui, d'accord. Yes. Ok. Next, mais c'est bien, vous faites ping-pong là, au niveau des points, c'est chacun son tour. Un groupe de jeunes hommes respectueux des lois organise des soirées paisibles et discute de philosophie de manière parfaitement civilisée dans un Projet monde X. où la violence American Pie. est inexistante. Fight Club. Redis. Un groupe de jeunes hommes respectueux des lois organise des soirées paisibles et discute de philosophie de manière parfaitement civilisée dans un monde où la violence est inexistante. Parce que ça, c'est le cercle de police paru. Ce pitch-là. Mais du coup, Ça aurait l'inverse. pu être Fight Club, Bah l'inverse. oui, c'est pour ça. Mais l'inverse du cercle des polices paru, c'est. Plus culte que Fight Club. Équivalent. Non, mais je te dis, c'est qu'ils sont tous à peu près cultes autant les uns les autres. Un groupe de jeunes hommes qui font de la violence et qui parlent de tout sauf de philosophie, quoi. Dans un monde violent ou eux dans la violence? Dans un monde où la violence est inexistante. Dans un monde violent, Si c'est précisé dans la phrase, un groupe de jeunes qui font des réunions dans un monde violent ou pour ne pas parler philosophie. Font des réunions de quoi, du coup? non mais dit comme ça, on dirait pas du tout le film en question, mais oui, tout est vrai dans ce que tu viens de dire. Mais... Les rois de la glisse. C'est juste que ouais, ça peut être vraiment beaucoup de films. Fight Club, ça marchait. À peu près, oui. C'est juste que si je devais pitcher Fight Club, je dirais un mec, nanana, tu vois. Je dirais pas un groupe de gens. Ok, c'est un film de bande, du coup. Un peu. Warriors, genre ce genre de... Non, mais t'es pas allé dans le j'y pensais, ça colle parfaitement à Ouais. The Warriors. plus culte, du coup. Ouais, la même chose, mais carrément plus connu. West Side Story. Non. C'est extrêmement connu, c'est un des plus grands réalisateurs de l'histoire. Ça, du tu l'as cinéma. déjà dit. Tu le dis à chaque fois. Bah ouais, Est-ce que c'est de Coppola? Un groupe de jeunes hommes respectueux des lois organise des soirées paisibles, discute de philosophie, de C'est des manière... petits branles. Grease? Non. Footloose? de manière parfaitement civilisée dans un monde où la violence est inexistante. Genre, c'est un film de bande de grands réalisateurs, de branleurs. Tout le monde se fout sur la gueule. Tout le monde se fout sur la gueule. C'est Et... pas à ce point-là, mais ouais. Putain. Ah, vous avez tout dit, hein. Franchement, pour... Bah ouais, c'est du West Side Story, c'est du Grease, c'est du... C'est un film des années 70, ça se passe en Angleterre. Dans la bande, ils sont pas 150, ils sont 4 ou 5. Tu vois. Putain, années 70, Angleterre. Un groupe de C'est un des petits films cons. les plus cultes de l'histoire, c'est un groupe de gros cons même qui font des grosses Ah saleries. putain, Orange Mécanique. Bah oui. Ah, ok. Dernier pitch, si vous êtes chaud. Ah donc c'est le but en or. Du coup, ouais, si j'ai bien... Ouais, c'est ça. Un homme trouve un endroit calme pour réfléchir sur lui-même, pratique la méditation et se lie d'amitié avec des gens qui aiment partager des idées constructives sur la société. Bon, tout l'inverse, ça peut être... Redis. Un homme trouve un endroit calme pour réfléchir sur lui-même, pratique la méditation et se lie d'amitié avec des gens qui aiment partager des idées constructives sur la société. Ouf, la longueur de la Wow. phrase. En tout cas, c'est un mec qui est dans le bruyant au plus possible, qui se remet en question, entouré de gens... On est sur du culte Oui. aussi. Ouais, à la limite oublier endroit calme, parce que du coup ça t'emmène vers un endroit bruyant. C'est Bah pas- ouais. c'est pas Ok, nécessaire. Non, c'est un endroit calme, du coup. Donc redis la phrase sans ça. Un homme réfléchit sur lui-même, pratique la méditation et se lie d'amitié avec des gens qui aiment partager des idées constructives sur la société. Pareil, bon, quel est l'inverse de pratiquer la méditation? Enfin, c'est plus un trait humoristique en vrai. Donc c'est une comédie. Il pratique la méditation. Non, bah non. Bah non, mais enfin, oui, du coup, l'inverse de pratiquer la méditation, mais que ça peut être 1000 trucs. Non, mais justement, c'est pas ça, c'est plus une blague, c'est plus pour dire. Tu vois. Il fout le bordel. Enfin, j'aurais pu le dire dans Orange Mécanique, quoi. Un groupe de jeunes pratique la méditation. Ouais. Tu vois. Ouais, du coup, ça pourrait être quoi. Mais si je enlève tous les mots de la phrase, là, un homme réfléchit sur lui-même, se lie d'amitié avec des gens qui aiment partager des idées constructives sur la société. Ah ben Fight Club. Bah oui. D'accord. Parce que vous l'avez dit suffisamment, j'étais en mode, ah putain, c'est vrai que les deux. Bien joué. Et bah bravo Martin. Pareil, une victoire à 1 point près. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Vous pouvez nous retrouver comme d'habitude sur YouTube, sur Instagram, sur toutes les plateformes de streaming et sur le site uppercut-collectif.com. Également, la cagnotte est toujours disponible, donc n'hésitez pas à y aller. Elle va rester en ligne tout du long de l'aventure de ce projet qui est Palabre. Encore une fois, ça nous aiderait beaucoup pour pouvoir toujours faire des épisodes toujours plus qualitatifs. C'était Martin, Léandre et Cédric. Et on se retrouve bientôt pour le prochain épisode. Salut les gars. Salut.